tous des salauds, sauf moi. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 15 novembre 2012, et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous entreprendre de plusieurs sujets. Peut-être que ce sera une vidéo un peu confuse. Alors, je vais y aller avec quelques sujets qui me tiennent à cœur. Je vais vous parler de Confucius. Je vais vous parler des solutions de Paul Jorion à la crise économique. Et je vais vous parler de ces vieillards indignes. Ouais, des vieillards indignes. Nous avons cette image du vieillard seul, que personne ne vient visiter dans sa petite chambre, sordide ou d'hôpital. Mais a-t-on seulement pensé que ce vieillard esseulé, au fond, ne mérite que ce qu'il a? Ici, évidemment, il faudra faire preuve de compassion envers ce malheureux vieillard. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à cette terrible solitude? Eh bien, moi, j'en ai une petite idée. J'entends régulièrement des gens autour de moi, des vieillards, n'est-ce pas, qui sont constamment en voyage, qui veulent profiter de la vie au maximum. Certains d'entre eux même font de calculs sordides. Ils calculent combien ça leur coûte pour vivre à Montréal. Nourriture, transport en commun, frais d'électricité. Et ils transposent ce budget sur comment ça leur coûterait pour passer, disons, 2, 3 mois dans un pays du tiers-monde. Et beaucoup en arrivent à la conclusion que finalement, c'est plus économique d'aller passer 2 mois en Grèce, par exemple, que de rester dans leur résidence de Montréal. On voit la Grèce est en train, sans doute, de se transformer en Floride pour riches retraités européens, pendant que la jeunesse grecque, 1 jeune sur 2, est au chômage et se prépare sans doute, pour certains, pour les plus chanceux d'entre eux, à aller servir ces vieillards allemands, français ou québécois, qui eux-mêmes vont avoir le sentiment de leur bonne conscience, car ils apportent de l'argent dans ce pays en chute libre. Pour moi, c'est tout simplement répugnant. J'ai en tête, je reviens sur cette question-là des vieillards esseulés, je repense à ces petites sœurs, ces petites religieuses que j'ai connues, que je connais. Des personnes âgées de plus de 80 ans qui vont à pied, grimpant la rue Plessis, et vont visiter des gens en phase terminale, vont visiter des vieillards esseulés, justement, sans se poser de questions. J'admire leur bonté, j'admire également leur générosité. Mais ces petites sœurs ne font pas ces calculs-là sordides. Elles donnent. Elles donnent aux autres et comprennent que quand on donne aux autres, eh bien, on n'a pas à s'inquiéter de rien. Quand on est au service des autres, rien de fâcheux ne nous arrivera. Mais qui aura envie de se dévouer pour quelqu'un qui ouvertement aura passé sa vie à se vanter d'être un égoïste parce qu'il en aura plus su que vous et moi sur la nature humaine, n'est-ce pas? Cette nature humaine qui, comme chacun le sait, est indigne d'attention. Je récuse cette vision de cette nature humaine. L'homme, l'être humain,
Il n'est ni bon ni mauvais. Il est l'être humain, avec de bons et de mauvais côtés. Mais il n'y a pas de négativité pure chez l'être humain. Chacun d'entre nous possédons évidemment des zones d'ombre que nous nous plaisons à projeter sur autrui, généralement, mais nous ne sommes pas que cela. Ce qui faisait dire à Luther que l'être humain vaut mieux que ses actes. Honnêtement, ces vieillards indignes, comme je les appelle, et certains d'entre eux même me conseillent de les imiter. Non, je n'irai pas dans des pays en voie de tiers-mondialisation, profiter du soleil et des ruines affriolantes et des bons repas à des prix ridicules. Je n'irai pas faire cela parce que nous sommes dans une crise très, très grave que tous font mine de ne pas voir d'ailleurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça continue le plus longtemps possible pour eux. Et franchement, ça me lève le cœur. Mais à cette crise, justement, et c'est ainsi que j'enchaîne avec Paul Jorion, Paul Jorion, dans son dernier livre, Misère de la pensée économique, a des solutions à la crise. 10 points, 10 solutions pour la crise. Premièrement, augmenter les salaires. Que le crédit cesse d'être un palliatif à la stagnation des salaires. Ce qui est terrible dans le cas du crédit, c'est que notre société fonctionne avec la surconsommation, laquelle s'appuie sur l'endettement. À partir du moment que les gens vont cesser de consommer, l'économie va encore plus s'effondrer. Et beaucoup de mes petits vieux qui n'ont pas besoin de s'endetter pour continuer à jouir de la vie se donnent également en exemple. Voyez, moi, j'utilise intelligemment ma carte de crédit. C'est simple, ils n'en ont pas besoin. Mais si tous, c'est-à-dire vous et moi, adoptions leur modèle de dépenser de manière frugale et de ne pas utiliser nos cartes de crédit, eh bien, leurs épargnes, si chères et si précieuses à leurs yeux, s'effondreraient. Autrement dit, faites ce que je dis, mais faites pas comme moi surtout. Point numéro 2, l'interdiction sur la spéculation des prix. L'abolition des paradis fiscaux. On connaît les sommes faramineuses qui transitent dans les paradis fiscaux. L'abolition des privilèges moraux, des personnes morales pour les compagnies, les corporations. Remettre l'actionnaire à sa place. Interdire le high frequency trading, les opérations à 1/1000e de seconde. Les robots, de toute façon, à la bourse, sont devenus complètement fous. Les humains ont perdu le contrôle sur les machines boursières. Imposer les multinationales en incluant leur multitude de filiales. Supprimer les stock options pour les dirigeants. Interdire les dispositifs spéculatifs et les remplacer par des systèmes de solidarité collectif. On pense ici aux assurances-vie, par exemple. Et finalement, le point 10, repenser le monde du travail où, de plus en plus, les robots remplacent les travailleurs. Il y a un marché d'alimentation à côté de chez moi. On le voit bien, les machines maintenant remplacent. Et les gens, tout bêtement, font la queue. Et ils font autant la queue devant ces nouvelles machines qui enregistrent nos transactions, nos achats. Et comme ils ont coupé du personnel, eh bien, on attend encore plus aux queues habituelles, si je peux dire. Ils peuvent bien, dans le cas de métro, nous donner des petits rabais. Mais si je passe 15 minutes à attendre, soit devant la caisse
sans être humain ou l'autre caisse avec caissière, si je passe 15 minutes pour obtenir un rabais de 25 sous, je sais pas là, mais mon temps est plus précieux que ça. Finalement, dans le cas du métro, on passe notre temps à attendre en échange d'une poignée de scènes noires, ce qui est franchement indécent. Ben écoutez, Confucius? Ouais, on va y aller avec 2-3 petites minutes de Confucius. Sur l'éducation, justement. Ah oui, dernier point. Concernant Aube dorée en Grèce. Aube dorée, parti néo-nazi, ne cesse de monter dans les sondages. Mais il y a une raison à ça. Et ça, ici, je m'adresse à mes amis militants. Aube dorée font du terrain, vont dans les quartiers pauvres et nourrissent les gens et portent assistance aux gens. Ils font du terrain, ils ont une action concrète. 2 dangers guettent, à mon avis, les amis militants. Le coltinage avec les forces de l'ordre. Voyons la police comme étant neutre, n'est-ce pas? Ni bien ni mal, comme l'être humain. On ne peut pas passer nos soirées à les affronter ou à se coltiner avec eux. Surtout quand on est si peu nombreux. Je comprends que c'est révoltant de voir 10 manifestants être surveillés par 40 policiers, comme cela se produit pratiquement tous les soirs à Montréal. 10 manifestants surveillés par 40 policiers. Ça commence à ressembler à une dictature. Mais nous, militants, il y a 2 dangers qui nous guettent. L'obsession policière, n'est-ce pas? Et l'obsession théorique. C'est-à-dire, on va se convaincre entre nous que la cause est juste, que nous souhaitons justement des réformes, les fameuses réformes que propose Paul Jorion. Eh bien, notre combat est également politique, mais il est également de faire du terrain, si nous voulons convaincre les gens. Et si nous voulons convaincre les gens, il faut s'adresser à la classe moyenne. La classe moyenne, si on lui explique bien ce qui se passe, l'abolition, par exemple, des paradis fiscaux pourrait servir à avoir une éducation gratuite, à avoir des soins de santé de qualité. Il n'y a personne qui s'opposerait à ça. On le sait, les médias officiels sont dirigés par les compagnies qu'on connaît bien ici au Québec. Et elles vont toujours payer des gens pour nous dire qu'on ne peut pas abolir les paradis fiscaux parce que si un autre pays ne le fait pas, on va être encore... Ils vont toujours nous dire la même chose. La beauté de la mobilisation sociale qui est en cours, c'est que nous pouvons agir en même temps dans tous les pays. Donc, ne laissons pas le terrain. Ne soyons ni des batailleurs de rue, ni des idéologues occupés à se convaincre mutuellement de la justesse de notre cause. Faisons du terrain. Impliquons-nous dans des actions, dans des groupes communautaires, dans des actions caritatives. Et trouvons les mots justes pour convaincre la classe moyenne de la justesse de nos vues. Ne devenons pas des martyrs trop vite, n'est-ce pas? Ben tenez, on va laisser faire Confucius, mais je vais vous citer une petite citation de Robert Neuberger, tirée de son ouvrage Exister. Je pense que je ne vous l'ai pas montré hier à l'écran. Tenez, je vous le montre. La conclusion, justement, de quelqu'un qui perd son emploi. Quelqu'un qui perd, justement, son emploi pour des raisons administratives ou coupures budgétaires ordinaires. Le risque est alors de voir le sujet basculer dans une identité substitutive qui fera de lui non pas un chômeur, mais un déprimé. Et c'est précisément ce que la société, par le biais de la médecine, lui suggère. Face à des situations de ce genre, il m'arrive de proposer à ces personnes, en complément
du suivi thérapeutique qu'elle retrouve un ancrage dans une activité, même bénévole, que ce soit au Restaurant du Cœur ou chez Emmaüs, en participant à un programme d'alphabétisation. Ici, on pense à Hochelaga, Maisonneuve ou Verdun. Il y a plein d'intellectuels parmi nous. Il y a plein de gens qui savent lire et écrire. On peut s'impliquer dans des quartiers pauvres pour aider les jeunes à apprendre à lire ou à écrire. On peut se joindre à la fondation du Dr Julien, par exemple, qui est un véritable modèle. Voilà, Dr Julien, qui n'est pas encore un vieillard, mais un homme d'un certain âge, est un modèle pour nous, gens vieillissants. Ou toute autre activité qui puisse leur redonner un sentiment de dignité, celui de se sentir utile et fraternel. Leur maladie, en effet, ne s'appelle pas dépression, mais humiliation. Retrouver une dignité d'appartenance m'apparaît plus adéquat qu'un traitement médical qui, dans le contexte d'un licenciement, n'apportera qu'un surcroît de culpabilité. Ben voilà, finalement, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai commencé ma vidéo. J'étais très, très de mauvaise humeur en songeant aux propos que j'ai entendus hier à ma librairie. En tout cas, il y a des contre-modèles qui se présentent à nous comme ça. Je ne veux pas être un vieillard indigne. Et il vient un moment dans notre vie, j'ai atteint la cinquantaine, où je dois réfléchir à comment vieillir bien. Non pas en me disant simplement vite, 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 faut que j'en profite le plus possible avant de mourir et fuck le reste. Fuck les vieillards indignes. J'ai pas la générosité d'aller les aider, moi. Ce qui m'inquiète, c'est la jeune génération derrière qu'on est en train de spolier, qu'on est en train de fourrer solide. Donc, mes vidéos vous plaisent, Bruno Lalonde. Ma page Facebook, une page de militant politique. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.